Estelle, merci. J'ai pas le micro. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Ecal, vous avez affirmé dans votre propos préliminaire tout de suite que, selon vous, les erreurs étaient essentiellement techniques. Alors, concernant les prévisions de recettes, vous évoquez à juste titre que l'année 2022 a été une année anormale. C'est plutôt celle-là, avec une sortie de crise, un effet rebond, et que l'ampleur de la normalisation en 2023 a été mal évaluée. Ça, on peut tout à fait l'entendre. Donc finalement, un effet rebond post-crise en 2022, retour à la normale en 2023, qui est plus important que prévu. Or, si on peut comprendre qu'en 2023, on ait été surpris par cette ampleur, même si on peut supposer quand même que les effets rebonds des crises, on en a déjà connu quelques-uns dans des cycles économiques antérieurs et que ce n'est pas si imprévisible que ça, comment expliquez-vous alors qu'en 2024, on ait maintenu encore des prévisions optimistes et décalées par rapport à la réalité économique ? Alors, je pense qu'il est possible qu'on ait été en partie illusionné par les résultats de 2022. Quand on a préparé le programme de stabilité, par exemple, d'avril 2023, on a tout d'un coup découvert que les résultats de 2022 étaient bien meilleurs que prévu. On a fait des erreurs aussi dans l'autre sens en 2022. Et donc, tout d'un coup, on est parti avec une base de recettes en 2022 qui était encore meilleure que prévu, ce qui, de manière assez mécanique, a conduit à relever les prévisions de recettes pour 2023. Parce que si vous avez plus de recettes une année, toute chose égale par ailleurs, vous en avez plus l'année suivante. Les prévisionnistes appellent ça l'effet de base. On aurait dû corriger ça, en effet, a posteriori, on se dit qu'on aurait dû corriger ça en sens inverse. Ça a été fait en partie. Il y a quand même, quand on regarde les prévisions, oui, on savait, le Trésor savait, le ministère des Finances savait qu'il y aurait cette normalisation. Donc ça a été fait, pas assez. C'est là où il y a, oui, on s'est trompé. Alors, quelle est la part de l'erreur et quelle est la part de l'intervention politique? Comme je le disais au début, j'en sais rien. Je n'étais pas dans le bureau du ministre. Après, je vais vous donner un autre exemple aussi. C'est les dépenses des collectivités locales. Il est clair que la prévision d'évolution de dépenses des collectivités locales qui était dans le projet de loi de finances pour 2024 et qu'on a continué à mettre dans le programme de stabilité en avril 2024 était irréaliste. Voilà. Et je ne pense vraiment pas que la direction du Trésor ait spontanément mis une prévision aussi irréaliste. Maintenant, si on en croit la prévision actuelle d'évolution des dépenses des collectivités locales et de déficit des administrations publiques locales, nous allons constater pour 2024 un déficit des administrations publiques locales en point de PIB qui est lui aussi inédit depuis, je crois, 30 ou 40 ans. À nouveau, les prévisionnistes ont toujours un peu de mal à annoncer d'annoncer des situations mauvaises, inédites. Donc, je sais que si j'avais été en poste à la direction du Trésor l'année dernière, j'aurais hésité à annoncer et à afficher que le déficit des administrations publiques locales atteindrait un niveau jamais vu depuis 30 ou 40 ans. Il y a une forme après de retenue. Il n'y a pas besoin d'intervention du politique pour que les prévisionnistes se retiennent eux-mêmes d'aller jusqu'au bout, d'afficher des choses qui vont jusqu'au bout de leur raisonnement, mais qui paraissent quand même complètement extraordinaires. Merci. Vous avez été spécialiste des recettes fiscales entre 2013 et 2015. Est-ce que vous avez constaté notamment des évolutions dans l'approche de la fiscalité, dans la qualification de certaines dépenses en tant que dépenses fiscales depuis 2017, notamment les niches fiscales qui ne font plus l'objet d'une comptabilisation ni même d'une estimation,
On sait par exemple qu'ont disparu des comptes les dispositifs concernant les sociétés mères et filiales, représentant presque 17 milliards d'euros, le régime d'intégration des groupes, presque 16 milliards d'euros, ou le régime sur les titres de participation et leur distribution, presque 7 milliards d'euros. Que pouvez-vous nous dire sur ce sujet ? Quand j'étais à la Cour des comptes, en effet, et que je m'occupais des finances publiques dans les années 2008 à 2015, j'ai fait plusieurs rapports sur les dépenses fiscales. Dans ces rapports, dans les premiers de ces rapports, nous avons dit les dépenses fiscales, ce sont des dérogations à une norme fiscale qui conduisent à des pertes de recettes pour l'État. Maintenant, qu'est-ce que c'est que la norme ? C'est pas évident, pas du tout évident. Vous avez cité un certain nombre de dispositifs. Est-ce que c'est la norme ou est-ce que c'est des dérogations à la norme ? J'en cite souvent un autre qui est encore souvent plus familier, c'est le quotient familial. Est-ce que le quotient familial, c'est la norme fiscale ou c'est une dérogation à la norme fiscale et ça doit être considéré comme une dépense fiscale ? Autrefois, c'était considéré comme une dérogation à la norme et donc une dépense fiscale. Ça ne l'est plus. Moi, je pense que si on faisait débattre je ne sais pas qui, n'importe qui, pendant 1 heure, 2 heures sur le sujet, on n'arriverait pas à trouver une conclusion. Donc, ce n'est pas évident. Donc, ce qu'on avait dit à l'époque, ce que avait dit d'abord dans un premier rapport la Cour, c'était il faudrait au moins quand même que le ministère des Finances explicite un peu mieux ce qui est la norme et ce qui n'est pas la norme. Ce qu'il a fait en partie, voilà, il a répondu. La Cour a eu un effet. La proposition a été en partie suivie, insuffisamment à mon avis. C'est pas toujours très clair, notamment pour ce qui est de la TVA, c'est pas toujours très clair. Il y a eu, alors je signale quand même que l'année dernière, le ministère des Finances a réduit de 10 milliards d'euros le montant des dépenses fiscales à travers notamment les dépenses fiscales liées à la TVA, pour des raisons, à mon avis, qui ne sont pas, qui sont pas justifiées. Donc il y a encore des problèmes. On avait dit à l'époque, la Cour avait dit, elle avait hésité beaucoup, etc. Mais elle avait fini par dire il faudrait que cette définition des dépenses fiscales, et donc la liste, finalement, soit extériorisée, alors qu'aujourd'hui, c'est la direction de la législation fiscale qui fait ça dans son coin. Ça n'a pas été suivi. Donc c'est toujours la direction de la législation fiscale qui fait ça dans son coin. Maintenant, la Cour n'était pas non plus très preneuse, ou même le Conseil des prélèvements obligatoires n'était pas très preneuse de cette mission. Pour la raison que j'ai dit au début, c'est très difficile. C'est-à-dire est-ce que le quotient familial ou les dispositifs que vous avez cités, est-ce que c'est des dérogations ou est-ce que la norme ? C'est pas évident. Et donc il n'y a jamais eu beaucoup d'empressement finalement pour suivre cette recommandation. Merci, mais si j'entends ce que vous dites, vous donnez l'impression qu'en fait, seuls les services décident de ce qui est dans la liste, pas dans la liste, et qu'il n'y a aucune main politique sur ce sujet-là. Est-ce que c'est vraiment la réalité ? En tout cas, c'était la réalité que j'ai constatée quand j'étais à la Cour des comptes et quand j'ai écrit ces rapports dans les années 2008 à 2015. Bon, aujourd'hui, je ne peux pas dire, mais voilà. Merci. Jean-Didier Berger. Pas de questions.